ce projet a été en partie financé et surtout initié, impulsé par Amset Génétique et par Valérie et par tous les adhérents. Et donc, on essaie de travailler sur les formes de syndrome d'Ehlers-Danlos liées à des défauts de synthèse des protéoglycanes. Et donc, je vais vous parler de ce projet plus spécifiquement et puis un petit peu plus largement des travaux que nous réalisons dans ce domaine. Donc, ce que l'on essaie de faire, c'est de trouver des nouvelles recherches, de trouver de nouvelles méthodes diagnostiques et thérapeutiques très largement. Alors, un petit peu pour vous présenter mon équipe, donc je suis moi-même directeur de recherche à l'INSERM et donc je dirige une équipe appelée Ingénierie moléculaire, cellulaire, thérapeutique et glycosyltransférase, donc MolCellTeg, qui est une des équipes fondatrices d'un centre de recherche qui est situé à Nancy, qui s'appelle IMOPA. Et donc nous sommes localisés sur un beau bâtiment qui est le Biopôle, qui se trouve sur le campus Biologie Santé de l'Université de Lorraine, donc à Nancy. Pour que vous nous situiez un petit peu plus géographiquement. Donc nos recherches portent historiquement sur les tissus conjonctifs et sur les pathologies associées à ces tissus conjonctifs. On travaille plus spécifiquement donc, sur le cartilage, parce qu'historiquement, les travaux de notre laboratoire s'inscrivent dans le domaine de la rhumatologie. On est sur la faculté de médecine, donc associé à un département de rhumatologie. Donc, comme vous le savez, les tissus conjonctifs sont caractérisés par une matrice extracellulaire abondante qui est donc synthétisée par des cellules spécialisées. Dans le cartilage, ce sont des chondrocytes. Donc cette matrice est constituée principalement de collagène que vous connaissez bien, qui forme généralement des fibres en réseau, et au sein desquelles se trouvent des protéoglycanes qui sont peut-être un petit peu moins connus comme composants de la matrice extracellulaire. Alors ces protéoglycanes, on peut dire, forment souvent une sorte de gel qui est doté de propriétés mécaniques importantes. Par exemple, au niveau du cartilage, c'est ce gel qui permet de donner au cartilage ses capacités de réponse aux forces de compression. Et puis, donc ce gel joue donc un rôle très important au niveau de la structure du cartilage. Donc pourquoi plus précisément s'intéresser à donc, ces protéoglycanes, donc ces deuxièmes en quelque sorte composants des matrices extracellulaires. Donc de par, comme je vous le disais, leur rôle comme constituants structuraux en quelque sorte de la matrice, rôle aussi qui s'appuie sur leur capacité à lier les collagènes, donc à effectuer des ponts entre les collagènes. Et c'est ce que nous allons voir dans le cas d'un petit protéoglycane qui s'appelle la décorine. Et puis les protéoglycanes ont aussi une localisation qui est tout à fait stratégique au niveau de la surface cellulaire. Et ils assurent la communication donc, entre l'extérieur de la cellule et l'intérieur de la cellule. Ils jouent donc des rôles importants au niveau des mécanismes de communication cellule-matrice, dans la transmission des signaux entre l'intérieur et l'extérieur. Alors, sur cette diapositive, on voit bien l'exemple et le rôle majeur que joue la décorine, donc comme je vous le disais, un petit protéoglycane, donc qui est représenté par ces petits points que l'on trouve autour des fibrilles de collagène. Et donc cette décorine est constituée d'un noyau protéique avec une chaîne glycanique. Et donc ce sont ces chaînes glycaniques qui forment des sortes de ponts entre les fibrilles de collagène. C'est ce qu'on voit ici, représenté d'une autre manière.
Et puis en microscopie électronique, on voit très bien ce pontage donc, effectué par la décorine, donc d'où son rôle très important dans la cohésion du collagène. Donc indirectement, ces protéoglycanes contribuent à la structure du réseau, à l'architecture du réseau collagénique et donc à l'architecture des tissus conjonctifs. Alors vous le savez, hein, ça a déjà certainement été largement rappelé ce matin, les syndromes d'Ehlers-Danlos sont essentiellement caractérisés par des problèmes d'architecture matricielle, donc au niveau quasiment de tous les tissus conjonctifs, cartilage, peau, au niveau du système musculo-squelettique, au niveau des vaisseaux. Et ces symptômes cliniques sont essentiellement dus à des défauts de la synthèse ou de la maturation des composants des protéines matricielles. Donc principalement les collagènes que vous connaissez certainement mieux, et puis peut-être moins les protéoglycanes dont je vais vous parler et sur lesquels nous avons beaucoup travaillé. Alors, une diapo un tout petit peu plus compliquée, mais qui va vous permettre de comprendre comment sont fabriqués ces protéoglycanes et de comprendre comment surviennent les défauts associés à leurs défauts de fabrication. Donc, je viens un petit peu de vous le montrer. Hein, un protéoglycane, c'est donc une protéine plus sur laquelle est fixée une chaîne glycanique. Alors une chaîne glycanique, hein, c'est une chaîne de sucre, donc avec des éléments sucre, comme le sucre qu'on met dans notre café. Hein. Et ces sucres sont représentés par ces petits symboles. Alors, ce sont des molécules assez compliquées, hein, d'où les difficultés à les étudier et à les comprendre. Et leur synthèse donc, fait intervenir des enzymes qui sont appelées les glycosyltransférases. Donc, la fabrication de ces protéoglycanes, donc de cette protéine sur laquelle est fixée la chaîne glycanique, se fait de la façon suivante. Interviennent l'une après l'autre, donc différentes glycosyltransférases qui vont ajouter l'un après l'autre, hein, au niveau après fixation sur la protéine corps du protéoglycane, qui vont fixer un sucre après l'autre pour allonger la chaîne. Donc si vous vous souvenez de la décorine, pour former cette chaîne qui va aller ponter entre elles les fibres de collagène par exemple. Donc j'ai essayé de trouver un petit peu comment illustrer ce concept. Alors on pourrait dire que les glycosyltransférases agissent un petit peu comme ça, hein, comme des ouvriers ou des techniciens qui travailleraient sur une chaîne de montage et qui ajouteraient sucre après sucre les éléments de la chaîne glycanique. Et donc là, on a notre glycosyltransférase. Et moi je vais vous parler plus précisément donc de deux glycosyltransférases dont les mutations produisent des syndromes d'Ehlers-Danlos et donc sur lesquels nous avons travaillé dans le cadre de nos projets en collaboration. Alors qu'est-ce qui se passe dans un syndrome d'Ehlers-Danlos dû à ce type de mutation? Donc les gènes de ces glycosyltransférases sont mutés. Ces gènes mutés produisent eux-mêmes des enzymes qui vont être mutées. Donc ces glycosyltransférases vont être mutées. Donc elles vont, leur fonctionnement va être altéré. Et donc elles ne vont plus être capables de former, de fabriquer ces protéoglycanes, donc de bonne qualité. Donc on aura soit des protéoglycanes de mauvaise qualité, soit pas de protéoglycanes, ou très peu de protéoglycanes formés. Et donc, par conséquent, la matrice extracellulaire verra ses qualités biomécaniques altérées. Et puis donc, vous voyez, par exemple, la décorine que je prends comme exemple type, ne pourra plus ponter les fibres de collagène, toujours un défaut de matrice, et
d'où les symptômes du SED. Donc, dans le cadre de nos projets, les objectifs que nous nous fixons, que nous avons commencé largement à poursuivre, et donc sont les suivants: identifier et comprendre les défauts moléculaires des SED dus à des mutations de ces enzymes, et puis, si possible, vers l'idée à terme est de développer des stratégies pour essayer de les corriger. Et donc là, actuellement, on est en train de commencer deux stratégies dont je vais vous parler, des stratégies de transfert de gènes et le développement de molécules bioactives de type chaperon moléculaire. Donc c'est le travail qui avait amené Valérie à nous contacter, dans lequel on avait exploré les défauts de synthèse des protéoglycanes dus à des mutations de la bêta-4 GALT7 dans une forme progéroïde du syndrome d'Ehlers-Danlos. Donc cette forme, vous voyez, est caractérisée par un aspect de vieillissement prématuré des enfants qui sont atteints, et donc avait été identifié comme dû à des mutations de la bêta-4 GALT7. Et donc nous, très brièvement, en combinant des études structurales assez complexes et puis des études biochimiques, on avait réussi à comprendre comment telle mutation de tel acide aminé, donc de tel élément constitutif de la protéine, produit des diminutions de l'activité de cette protéine et des diminutions de la synthèse des glycosaminoglycanes, donc de la synthèse des protéoglycanes. Donc ça, c'est un petit peu le passé. Et donc, dans le cadre du projet Espoir, donc, qui visait à découvrir et à caractériser... Le premier projet. Ça, voilà, le premier projet. Mais il n'y a pas de... C'est des continuités, hein, on ne s'arrête pas pour reprendre, on essaie de poursuivre les choses, surtout quand ça marche, donc on essaie de... on n'arrive jamais au bout des choses en recherche, alors on essaie toujours de poursuivre. Donc, en tout cas, c'était un résultat important du premier projet Espoir, donc, qui a porté sur les mutations de la bêta-3 GALT6, donc qui est une autre glycosyltransférase, un autre de ces petits bonhommes qui va ajouter un sucre au niveau de la chaîne. Et donc ce travail a été fait en collaboration avec l'équipe de Francisca Malfait. Donc Francisca et son équipe a identifié un certain nombre de patients, et on vient d'en discuter. Elle nous a fourni des échantillons issus de patients supplémentaires, et ils ont de nouveau découvert un nombre plus important de ces patients. Donc il semble que ces mutations ne soient pas si rares que ça. Donc ces patients sont atteints d'une forme de SED, donc à transmission autosomale récessive, et donc caractérisée par les symptômes typiques de SED, ajouter à cela des malformations musculo-squelettiques, comme vous le voyez, importantes. Donc son équipe a génotypé donc, ces patients et a identifié un certain nombre de mutations et de délétions, soit homozygotes, soit associées, donc qui provoquent au niveau de la protéine des modifications des constituants de la protéine qui se trouvent dans le domaine dit catalytique de l'enzyme, c'est-à-dire dans son domaine fonctionnel, dans son domaine qui lui permet d'assurer sa fonction, de marcher, et donc qui sont donc susceptibles d'altérer sa fonction. Donc nous, notre objectif était en quelque sorte de comprendre donc comment les mutations du gène produisent des mutations de la protéine, des défauts de la protéine et de l'enzyme, et par voie de conséquence produisent des symptômes qui sont caractéristiques de ces SED. Donc en d'autres termes, on pourrait dire que
on cherche à explorer les conséquences moléculaires et fonctionnelles des mutations, donc sur la synthèse de ces protéoglicanes et donc sur le phénotype cellulaire. Alors, pour ne pas monopoliser toute l'après-midi, j'ai un petit peu résumé. Donc, ce qu'on a fait de manière assez importante, je pense, à l'avenir pour diagnostiquer ce type de SED, c'est de mettre au point une méthode d'évaluation du taux de synthèse des GAG dans les fibroblastes issus de ces patients. Et donc ceci sur des modèles cellulaires, donc sur les fibroblastes de peau issus de patients. Et puis on a combiné ce type de travail à des analyses en microscopie confocale que vous verrez qui sont assez jolies. Alors rapidement, la méthode diagnostique que nous avons mis au point, et ce travail a été fait par Isabelle Bertin-Young et Anne Robert, qui donc a pu être embauchée avec l'aide financière d'Amset Génétique, donc qui a fait un travail et qui continue à faire un travail tout à fait fantastique dans cette thématique de recherche. Donc le test consiste à cultiver des fibroblastes issus de biopsies de patients, à les incuber en présence d'un substrat test et d'un radiotraceur. Et puis bon, je vais vous passer les détails techniques. On isole les glycosaminoglycanes, on les resuspend, on filtre. Et finalement, en mesurant la radioactivité associée, on peut comparer le taux de synthèse entre des patients et des contrôles. Donc on a appliqué ce test aux fibroblastes de patients donc, qui sont mutés, qui nous ont été fournis par l'équipe de Francisca. Vous voyez, on observe très bien sur cet histogramme, quand on compare les contrôles, donc en blanc, et le taux de synthèse des patients, donc en gris, on voit très bien une forte diminution de taux de synthèse. C'est tout à fait net, donc ce qui permet de dire, d'attribuer très clairement ce défaut moléculaire à ces patients. Et par exemple, chez ce patient P3, qui a des symptômes cliniques très sévères, on n'a quasiment plus de taux de synthèse des glycosaminoglycanes. Et c'est ce qu'on voit de manière un peu plus illustrée sur cette diapositive en utilisant de la microscopie confocale. On voit très bien le marquage ici des chaînes des paranesulfates, c'est un type de glycosaminoglycane, donc en rouge chez les patients contrôle. Et par contre, chez les patients P2, P5, on a encore un petit peu de marquage. Et chez le P3, on n'a absolument plus rien. Donc ce patient est complètement déficient en synthèse de glycosaminoglycane. Alors l'étape suivante, c'est d'essayer de voir quelles sont les conséquences donc, de cette baisse de synthèse sur le phénotype cellulaire. Et donc pour ce faire, on a mis au point, ou adapté en tout cas, un test qui est dit test de cicatrisation, qui en quelque sorte cherche à évaluer la capacité migratoire des cellules et de comparer cette capacité migratoire chez des patients, chez des patients et chez des contrôles. Alors ce que l'on fait, c'est mettre en culture les fibroblastes. On fait une sorte de brèche en utilisant un petit dispositif. C'est ce qu'on voit ici. On voit la brèche, on voit les cellules les fibroblastes, la brèche formée, et on regarde au fur et à mesure du temps le comblement de la brèche. Alors on voit chez les contrôles qu'après 40 heures, le tapis cellulaire est quasiment complètement refermé. Et par contre, donc chez un des patients ici, on observe encore pas mal de trous, et quand on compte, on se rend bien compte qu'il y a un retard dans le comblement de la brèche, et ceci est donc clairement en relation avec les défauts de cicatrisation des patients. Et donc si on peut, en utilisant ce test, si on arrive à restaurer par des médicaments ou par d'autres approches
le retard de comblement, on peut espérer avoir un test qui va nous permettre d'évaluer, de valider un traitement potentiel. Là, je vous ai présenté quasiment pour terminer un travail qui a été fait dans l'équipe de Francisca et qui est vraiment une très belle étude qui a montré qu'on utilise maintenant dans notre laboratoire, qui a montré que, vous voyez la chaîne de décorine, donc la chaîne de sucre de la décorine, qui normalement fait une grosse tache ici, est complètement absente dans un des patients malades. Donc on n'a plus du tout de cette chaîne, on ne peut plus observer cette chaîne ici, donc c'est par une technique d'immunoblotte. Et ceci est clairement en relation avec l'architecture altérée des fibrilles de collagène qui est observée chez ce patient, comme on le voit ici en microscopie électronique comparé à l'étude d'un contrôle. Donc clairement, le travail réalisé a pu montrer une synthèse de protéoglycanes déficiente chez ces patients, une diminution de la capacité de cicatrisation, une architecture du réseau collagénique normale. Et donc, comme je l'évoquais en début d'exposé, la question est d'essayer de trouver des solutions, des approches qui permettent de restaurer ces défauts. Et donc, on développe deux approches. Donc, encore au début, dans le cadre du projet en cours, donc encore en début d'étude, on essaie de mettre en œuvre une stratégie de transfert de gènes qui permette de restaurer l'activité et le phénotype normal chez les patients malades. Donc, la stratégie consiste de la même manière à cultiver des fibroblastes de patients, à réintroduire dans ces cultures le gène de la bêta-3-galactésis normale, donc c'est un gène où on a fait disparaître les mutations, et donc on regarde si on arrive à bien exprimer la protéine, ça c'est ce qui est montré sur cette technique ici, effectivement on arrive à réexprimer la protéine normale, et donc on est en train de regarder si cette réexpression de la protéine permet de corriger donc le défaut de synthèse, de rétablir la synthèse à un niveau normal et de corriger le défaut de migration. Là, ça c'est une approche qui est encore plus moléculaire, je dirais, donc qui a fait l'objet d'un travail publié en 2015, donc aussi avec l'aide d'Amset Génétique, et donc qui est basé sur la connaissance structurale de la protéine. Alors en essayant de comprendre comment est organisée la protéine, en essayant de comprendre à quel niveau est ce que produit comme défaut moléculaire les mutations, on essaie de concevoir et de développer des molécules qui puissent rentrer dans le site actif de cette protéine et éventuellement de permettre de stabiliser ce site actif et d'activer en quelque sorte la fonction, donc de jouer le rôle de ce qu'on appelle actuellement des chaperons moléculaires. C'est une approche qui a été notamment développée dans l'équipe du docteur Germain dans le cadre du traitement de la maladie de Fabry. Et donc pour l'instant, sur la base de ce travail, on a une première série de molécules dont on sait qu'elles rentrent correctement dans le site actif, donc elles s'adaptent bien au site actif, et donc qui vont être testées dans ce sens comme chaperons moléculaires potentiels. Voilà, j'arrive aux conclusions et surtout aux perspectives donc, de ce travail. Je vous ai expliqué nos résultats, donc on continue par l'exploration de nouvelles mutations et de nouveaux gènes, comme je vous le disais, de nouvelles mutations qui touchent la synthèse de ces protéoglycanes est en cours, a été découverte, est en cours d'étude. Donc on essaie d'en comprendre les bases moléculaires. C'est très important de comprendre quelle est la relation entre le génotype et le phénotype, pourquoi une mutation
produit tel symptôme, il y a une grosse différence entre une mutation donnée. Il n'y a pas de relation, la relation malheureusement n'est pas simple entre la mutation et les symptômes qui sont induits. Et donc c'est ce qu'on essaie d'apporter nos éléments de compréhension à ça. Essayer de faire progresser les méthodes diagnostiques, essayer de pouvoir dire au moins cette mutation produit tel défaut. Et puis je vous ai parlé d'approches thérapeutiques qui sont bien sûr au niveau du tube à essai et de la cellule en culture, mais qui apportent des éléments d'espoir vers des nouvelles prises en charge. Donc pour finir, je veux encore remercier Valérie, encore remercier AMSET Génétique, et puis donc remercier tous les membres de mon équipe qui ont été impliqués, et donc particulièrement Anne, qui est donc la technicienne que nous avons pu embaucher avec l'aide de l'association. Et bon voilà, elle n'a pas l'air malheureuse dans l'équipe, alors vous aurez en plus contribué, j'espère, à son épanouissement personnel et professionnel. Voilà, je vous remercie tous. En fait, c'est un travail collectif. Donc en début d'année, en janvier, comme vous l'avez annoncé, il y a bien eu 10 000 € qui ont été remis à Sylvie et à son équipe. Et puis, comme toutes les personnes qui se mobilisent autour de nous ont très très bien travaillé, on remercie tout le monde, tous les donateurs anonymes, les actions qui sont mises en place. Aujourd'hui, on a l'honneur de te remettre encore 10 000 € pour continuer à travailler, nous étudier nous, tout simplement. Merci à ton équipe. Et merci. De Valérie et Thierry, ça reste vraiment le travail collectif de nous tous. Et des fois, quand on vous secoue un petit peu en disant qu'il faudrait nous aider un petit peu à faire parler, c'est pas pour être la meilleure des associations, c'est simplement pour que justement on arrive à récolter des fonds. Parce qu'obtenir des subventions aujourd'hui, c'est très compliqué, je crois que tous les médecins peuvent vous le dire ici, les chercheurs. Et on est très fiers d'arriver, oui, 20 000 € cette année, pour nous c'est énormément de travail. Mais ça permet justement de continuer à Sylvie, d'avancer. Et le slogan est bien tous ensemble et on le fait. Voilà. Alors merci à tous et puis on va continuer.